Didier Van Covelart, bonjour. S'il était nécessaire de vous présenter, je dirais que vous êtes romancier, vous avez une vingtaine de romans à votre actif, dont Un aller simple en 1994 qui a obtenu le prix Goncourt. Et vous êtes avant tout un passionné d'écriture sous toutes ses formes, le cinéma, le théâtre, les comédies musicales vous inspirent. L'imaginaire a toujours été votre gagne-pain, c'est vrai ? Oui, j'en ai mangé pas très bien au début, mais je savais que je ne pouvais pas avoir d'autres métiers. Et donc, vocation précoce en plus. Oui, puis j'avais besoin d'une liberté complète et puis en même temps de la prise de risque. Très tôt, je me suis dit ça marchera si je n'ai pas de solution de repli. Oui, donc voilà, j'envoyais mes manuscrits à partir de 8 ans et demi chez les éditeurs, puis j'envoyais des nouvelles à la radio, j'envoyais des... Voilà, j'essaie obstiné, oui. Très bien. Vous publiez aujourd'hui chez Albin Michel La Maison des Lumières. Alors parlez-nous de votre personnage Jérémy Rex, ce glandeur anxieux qui part à Venise. Ben, c'est un homme assez qui lui se considère comme un homme ordinaire qui vit une passion trop grande pour lui. Ça fait 3 ans qu'il vit une histoire d'amour extraordinaire avec Candice, qui est une jeune cardiologue et qui a pris des distances depuis quelques mois avec lui et lui souffre de cette situation alors qu'il refuse que leur relation se détériore, car pour lui elle est toujours aussi intacte, aussi puissante. Et là il a gagné un voyage à Venise pour 2 et elle refuse de le suivre. Et il se retrouve seul à Venise dans une ville d'amoureux, il n'y a rien de plus sinistre. Ce qui était le but de ce voyage, c'était le tableau de Magritte qui s'appelle L'Empire des Lumières, qui se trouve au musée Guggenheim et qui est un peu la 3e personne de leur histoire d'amour. C'est le tableau préféré de Candice, elle l'a initié au mystère, à la sensualité de ce tableau. Et il se retrouve seul devant l'original, il ne connaît que la reproduction en face du lit de Candice. Et il se retrouve dans l'état où il est, quelqu'un qui vit au présent antérieur, qui est bloqué dans cette relation qui pourtant a l'air d'être du passé. Et il a l'impression que le tableau l'écoute. Il a l'impression que le tableau lui parle. Il a l'impression que ce tableau, qui est tellement associé à leur histoire d'amour, est comme une sorte de refuge, à tel point qu'il se retrouve à un moment donné à l'intérieur du tableau. Alors il se dit, est-ce que je rêve? Qu'est-ce que je suis peut-être toujours dans la chambre d'hôtel? Je me suis endormi et je rêve cela. Toujours est-il qu'à l'intérieur du tableau, il retrouve Candice, il retrouve le décor, le lieu de leur première fois, tous les deux. Fort, oui. Et il va vivre en accéléré leurs 3 ans de passion, avec une impression à la fois de direct et de différé, dans un autre espace-temps, jusqu'au moment où il se retrouve devant le tableau, à l'extérieur, couché sur le sol, avec des médecins au-dessus de lui, des appareils de réanimation. On lui dit, vous avez fait un malaise cardiaque, on vous a perdu pendant 4 minutes 30, mais vous êtes revenu et vous êtes sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quel espace-temps s'est-il retrouvé? Est-ce une hallucination? Est-ce autre chose? Toujours est-il qu'il n'aura de cesse d'essayer de retrouver cet état et donc de retourner dans ce tableau par tous les moyens possibles. Alors justement, Jérémy est tellement meurtri par cette rupture qu'il est tenté par le refuge dans le tableau. Ce refuge de la réalité est permanent chez lui. Est-ce qu'à travers ce roman, votre leçon à vous n'est-elle pas de nous inviter à accepter nos réalités ? Non, je crois qu'il ne faut jamais accepter les réalités tant qu'on n'a pas essayé de les modifier. Oui, les enchanter. Et réenchanter la réalité, ça passe évidemment par le rêve. Mais pas un rêve qui fuit la réalité, au contraire, un rêve qui essaie de la réenchanter, de la modifier. Et pendant toute la première période de l'aventure de Jérémy, il va essayer de retourner dans l'univers de ce tableau, par tous les moyens possibles. Il songe même au suicide à un moment donné. Mais si j'ai vécu en 4 minutes 30 comme une bande-annonce de la mort, et que la mort c'est de se retrouver à l'intérieur d'un tableau, à revivre les moments essentiels de sa vie, de bonheur, la passion, ben allons-y. Et puis, quand même, il se dit, mais non, mais si, comme lui disent les médecins, c'est uniquement une hallucination due à un manque d'oxygénation du cerveau, il dit c'est peut-être un peu dangereux, mais d'autres scientifiques lui proposent d'y retourner par des moyens de son, un casque qui envoie des fréquences sonores différentes d'une oreille à l'autre et qui artificiellement recrée des sorties de corps, comme lorsque les gens ont fait un coma dépassé et reviennent en expliquant qu'ils sont sortis de leur corps. Et puis il y a le chamanisme, il y a les substances hallucinogènes, jusqu'au moment où il va comprendre que c'est peut-être pas le moyen de retrouver son rêve, le moyen est peut-être dans la réalité.
Alors voilà, vos personnages, Jérémy et puis d'autres, Roger Croutin, Les Vacances du Fantôme, sont des bouchers, des boulangers, des vendeurs de jouets. Vous aimez les personnages ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires? Oui, bien sûr. Parce que... Et puis j'aime les gens aussi qu'on croit ordinaires, parce qu'on les résume à leur fonction sociale. Ou dans un autre livre, une caissière de supermarché. Ces gens qu'on ne voit pas dans la vie quotidienne. On les utilise pour la fonction qu'ils occupent. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est justement de m'arrêter à ce moment-là, de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, dans la vie de cet homme, de cette femme? Quels sont ses secrets? Quelles sont ses passions? Quels sont tout ce qu'on n'imagine pas, parce qu'on a tendance à identifier les gens à la fonction qu'ils occupent. Voilà, alors qu'en plus, il a un passé quand même original, parce qu'il a été comédien enfant. Ça a été une star entre 6 et 12 ans. Il était, sa mère avait fait de lui un acteur de série télé, et elle l'exploitait évidemment comme un impresario qui amortit son enfant jusqu'au jour où, à 12 ans, il jouait un petit chanteur à la Croix de Bois dans une série télé, et tout à coup il s'est mis à muer pendant le tournage, donc 15 jours de tournage jetés à la poubelle, il a fallu le remplacer, la disgrâce, l'arrêt de tout, et en fait il vit en pré-retraite depuis la puberté. Donc et quand on voit ce type boulanger qui a l'air un peu simple, un peu carré, un peu... Évidemment on n'imagine pas que cet homme a en lui ce passé précoce qui lui a donné cette lucidité, à la fois ce côté revenu de tout et toujours prêt à repartir vers l'essentiel. Et l'essentiel pour lui, c'est la passion, c'est l'amour, c'est le désintéressement et c'est le rêve. Alors pourquoi avoir choisi l'Empire des Lumières de Magritte, justement parce qu'il y a un vide qui renvoie à celui de la vie de Jérémy à ce moment-là? C'est ce tableau qui m'a choisi, j'ai vraiment pas fait une sélection, c'est un tableau qui m'attire depuis toujours. J'ai sa reproduction auprès de moi quand je travaille depuis des années. Et un jour, comme Jérémy, je me suis retrouvé à Venise, tout seul, au musée Guggenheim, et j'ai découvert que ce tableau était là-bas. Et je ne le savais pas. Et comme lui, je me suis fait piéger par ce tableau. Je suis resté plus d'1 heure devant, à rêver, à écouter ce tableau, à imaginer l'histoire du livre telle qu'elle est. Et puis le musée fermé, le gardien, je me planquais un peu pour rester plus longtemps. Et voilà, c'est vraiment un livre qui m'a été chuchoté par la réalité. Alors justement, j'allais vous demander, vous utilisez la première personne du singulier dans vos romans, le présent. Oui, la plupart du temps. Oui. Voilà, c'est pour éviter la distanciation avec vos personnages, c'est pour les incarner. J'aime dire je à l'intérieur de quelqu'un d'autre. C'est dans ma vie de romancier, c'est une des choses les plus importantes. Essayer de voir le monde avec d'autres yeux que le mien. Je suis le contraire de l'école nombriliste qui part de soi pour arriver à soi. Les autofictifs, non, c'est pas mon genre. Il y en a qui réussissent bien là-dedans, mais c'est beaucoup plus intéressant justement de vivre d'autres vies que celles que j'ai pu vivre à présent, d'autres repères à travers mes personnages. Et en fait, en s'intéressant aux autres, en essayant de les comprendre de l'intérieur, on découvre sur soi des choses qu'on ne découvre pas si on se regarde dans la glace ou si on scrute son nombril. Et mes personnages m'ont beaucoup appris en me prêtant leur voix. L'imaginaire et le fantastique sont au cœur de votre œuvre. Est-ce que c'est l'envie de secouer les gens en les faisant rêver dont vous parliez dans Le Père adopté? Vous avez continué? Oui, bien sûr. Ce qui m'intéresse encore plus que le fantastique, c'est la perturbation. La perturbation apportée à quelqu'un par un accident dans la réalité, un accident qui un accident de la réalité qui fait dérailler finalement. Qui fait dérailler, mais pour qu'on reparte sur de meilleurs rails, ou une absence de rails, ce qui est encore mieux. C'est encore mieux la liberté. Mais remettre en question ses repères habituels, redécouvrir la liberté d'être autre chose que ce que les gens imaginent de vous, autre chose que le produit de votre éducation, de votre milieu social, de vos rapports affectifs. Et puis ce moment très particulier qui me fascine, où on a vécu quelque chose d'extraordinaire, les autres ne soupçonnent pas ou ne veulent pas vous croire, et après la nature, le réalisme reprennent complètement le dessus, reprennent le pas. Or, vous êtes profondément modifié et vous ne pouvez plus rentrer dans la sous-réalité dont se contentent les autres. Donc ça, c'est très souvent présent dans mes livres. Oui.
Alors, vous évoquez la théorie de Régis Dutheil, le chamanisme dans ce roman, comme vous le disiez, puisque Jérémie veut par tous les moyens retourner dans ce tableau, qu'il se livre à différentes expériences. Et je vous ai entendu rappeler une fois que la science d'aujourd'hui, c'était les paranormaux d'hier. Le paranormal d'hier, voilà. Bien sûr. Est-ce que le rôle de l'écrivain, pour vous, c'est d'ouvrir les mentalités sur oui, de nouvelles réalités? C'est d'ouvrir la mentalité, c'est d'ouvrir les fenêtres. C'est, comme il est dit à un moment dans le livre, c'est le rôle des artistes, c'est d'ouvrir des mondes parallèles, des issues de secours pour les destins brisés, les existences qui ne mènent à rien. Et que ce soit par le rêve, par la passion, par un autre état de conscience ou par le don de soi. Voilà, l'essentiel, c'est d'échapper aux limites habituelles dans lesquelles on se fane petit à petit. L'essentiel, c'est de vivre ses rêves, sans quoi les rêves qu'on n'a pas osé vivre nous dévorent de l'intérieur. Ça, on voit ça tous les jours autour de nous. Voilà, je pense qu'on court moins de danger à prendre des risques pour vivre ses rêves qu'à être sage et se laisser dévorer de l'intérieur par les rêves qu'on n'a pas osé mener à bout. Alors dans Un aller simple, finalement, votre devise, c'était celle de « Nous, on refuse systématique du rêve, respecter ce qui nous dépasse ». Vous le faisiez écrire à l'attaché humanitaire, mais c'est vous. Respecter ce qui nous dépasse, bien voilà. sûr, parce que ce qui nous dépasse n'est pas là pour nous humilier, voilà. Mais pour nous aider à grandir. Le personnage de Philippe Necker, qui est un scientifique qui chasse les fantômes en s'attachant aux ondes électromagnétiques dans les lieux, qui essaie, oui, désespérément voilà. de les mettre en évidence par ses appareils. Voilà, il dit à un moment donné, ce n'est pas une question de croyance, c'est une affaire de mesure. Est-ce que vous pensez que c'est la science plus que la foi qui nous apportera des réponses à nos questions existentielles? Tout dépend des questions que l'on se pose, mais je pense que la science aujourd'hui a beaucoup plus de choses à nous dire que les religions, en tout cas que ce qu'on nous présente comme la voie des religions, qui très souvent n'a rien à voir avec les textes sur lesquels ces religions se sont fondées. Mais il y a quand même eu partout un détournement de texte hallucinant. Donc je pense que lorsque la science étudie le coma dépassé, les cas de NDE, lorsque des chirurgiens font vraiment des protocoles ultra sérieux et des recueils de témoignages qui se corroborent complètement sur ce qui se passe au moment de ces sorties de corps, lorsqu'ils recueillent le témoignage d'aveugles de naissance, par exemple, qui n'ont jamais vu et qui, en revenant de leur mort clinique, constatée par l'électroencéphalogramme, reviennent en décrivant ce qu'ils ont vu, les couleurs auxquelles ils n'ont jamais eu accès, et même parfois même le numéro du lit marqué sous le matelas sur lequel ils se trouvent. Donc là, devant ce niveau de renseignement et de certitude dans le recueil de ces témoignages, on ne peut que se poser des questions et ne pas s'arrêter aux réponses. Je pense qu'il ne faut jamais s'arrêter aux réponses. Les réponses intéressantes sont celles qui ouvrent sur d'autres questions, pas celles qui ferment le champ. Et c'est pour ça qu'en tant que romancier, qu'en tant que travailleur de l'imaginaire, je préfère les questions qui enrichissent plutôt que les réponses qui ferment les questions. Oui, et on sent que voilà, vous avez un rapport à la mort, contrairement à certains qui sont très angoissés, vous avez un rapport à la mort assez, une espèce de connivence. À la mienne, ah oui, avec la mienne, je ne suis pas du tout peur de ma mort. Ça ne m'empêche pas d'être en colère quand je perds des gens que j'aime, parce qu'il y a des choses irremplaçables, mais ce n'est pas au niveau de la peur, ni de l'angoisse, même si comme tout le monde, je peux avoir peur de perdre les personnes que j'aime. C'est plus bien sûr, de la séparation. Mais vous parlez d'une connivence avec certaines personnes qui vous étaient chères et qui ont disparu. Vous ressentez leur présence Oui. Dans l'écriture notamment Parfois, dans l'écriture, dans les rêves, dans certains clins d'œil que la vie me donne. Mais je ne suis pas non plus à la recherche constante de tout ça. Je suis très vivant, très incarné par ailleurs. Ouais. Mais en tout cas, ça me laisse très en paix, parce que j'ai eu suffisamment, j'aime pas le mot preuve, mais d'indices très forts que la conscience demeure après la mort et qu'elle peut, par certains moments, nous envoyer des clins d'œil, des petits messages. Voilà. Le tout est de savoir les recevoir et aussi d'éviter de les voir tout le temps et de devenir obsédé par ça, parce que là, ça fausse le jugement. Bien sûr. Et ça... Et puis on n'est plus dans sa vie, on est dans
Voilà. Et on est quand même sur Terre pour s'occuper des vivants en premier, je pense. Alors, dans vos romans, dans celui-ci aussi, bien sûr, il y a beaucoup d'humour et de scènes cocasses, notamment la scène du chaman à Mantes-la-Jolie qui a reconstitué son Amazonie. Vous pensez que c'est important, la légèreté, plutôt que les grandes théories pour faire passer ce je ne crois pas aux grandes théories, je ne crois qu'à la légèreté profonde. C'est-à-dire que, pour moi, la vraie profondeur, ne peut être atteinte que sous une forme apparemment légère. Si, pour moi, l'humour, c'est-à-dire la distorsion de la réalité pour arriver à la vérité, c'est indispensable. C'est un outil d'investigation qui permet de tout aborder, qui permet de rendre le monde un peu plus respirable et d'ouvrir les yeux en même temps. Mais donc, puis c'est votre style, de toute façon. Voilà, je me dis... Une fois, j'ai entendu un confrère dire oui, une fois j'écris mon histoire et puis après, je rajoute le style et l'humour, comme on sale et on poivre. Oui. Bah non, pour moi c'est de la matière première comme les autres et c'est un regard. Ça n'est pas un assaisonnement. Non, c'est une personnalité qui donne un style, a priori, sauf certains apparemment. Donc vos romans sont traduits dans une vingtaine de langues, vous êtes dramaturge, scénariste. J'ai envie de vous demander, vous avez le don d'ubiquité? Non, mais tout ça c'est la même chose, c'est raconter des histoires simplement à des publics différents et par des moyens variés. Mais le don d'ubiquité serait d'exercer un autre métier, d'être prof ou critique littéraire, journaliste et d'écrire aussi. Et ça, je n'en serais pas capable parce que je me connais assez bien et je sais que je ne peux me passionner que pour ce que je fais à fond et on ne peut pas faire 12 000 choses à fond lorsqu'elles sont incompatibles. Je veux dire, un travail de professeur ou un travail de juge dans le milieu littéraire, de critique, tout ça, ou un travail d'éditeur, je ne pourrais pas les faire en même temps que je fais de la création. Vous restez toujours passionné d'écriture et de création dans quelques domaines que ce soit. Rassurez-nous, vous allez représenter votre candidature à l'Académie française? Ah bah dans 40-50 ans, là, c'est-à-dire à un moment donné, là j'aurais été le Benjamin, donc ce qui m'intéresserait c'est d'être le doyen directement. Voilà, ce sont les extrêmes. Ah oui, dans les extrêmes. C'est pour ça que vous avez commencé à 8 ans. Donc, voilà. J'ai envie de vous lire maintenant une citation de Magritte que vous connaissez peut-être et vous allez me dire si on ne peut pas l'appliquer à votre travail de romancier. Donc il écrivait, je cite, « Je veille dans la mesure du possible à ne faire que des peintures qui suscitent le mystère avec la précision et l'enchantement nécessaires à la vie des idées ». Merci d'avoir relevé la citation de Magritte que j'aime beaucoup. Je l'ai lu, j'ai pensé à vous. Et il continuait d'ailleurs en disant on ne peut vraiment avancer dans la compréhension du monde qu'en respectant le mystère. J'adore cette philosophie qui est à la fois d'investigation et, comme je disais tout à l'heure, et de respect des questions, ne pas s'arrêter aux réponses, toujours déboucher sur des questions. Et c'est vrai qu'on le monde en lui-même étant un mystère, les rapports entre les êtres étant un mystère, le fonctionnement du cerveau étant un mystère, on vit dans des mystères auxquels on est tellement habitué qu'on ne les remarque plus. Enfin, ça me fait marrer, les gens qui disent le paranormal, si ça existait, ça se saurait, mais tout est paranormal. Il faut savoir l'homéostasie, c'est le rapport entre hydrogène et oxygène, tout autour de nous, sur Terre. S'il était d'un demi-point supérieur ou inférieur, tout brûlerait. On vit dans un équilibre hallucinant, inexplicable, qui n'est changé ni par les éruptions volcaniques, ni par les radiations nucléaires après l'explosion d'une bombe, et on ne comprend pas comment ça marche. Donc l'air que nous respirons et la vie qui nous paraît naturelle, voire ennuyeuse, parfois sur Terre, est un mystère complet. Donc en effet, Magritte a tout à fait raison. Et ce qui me plaît dans le surréalisme de Magritte, c'est que ça n'est pas un hermétisme. Au contraire, c'est une structure d'accueil. Ce n'est pas un hasard si mon personnage est attiré à l'intérieur de ce tableau-là. C'est-à-dire que le mystère est la clé de compréhension du monde et des êtres et des stéréotypes et des inconscients collectifs et des archétypes qui nous modèlent à notre insu. Et merci d'avoir relevé la citation. Oui, j'ai pensé à vous dans son univers. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Didier Van Koblar, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et puis, bienvenue à Amiens. Au revoir. Merci.